Pour nous parler de tempestères et d'autres mythes liés au vent, j'invite maintenant Jean-Loïc Lequellec à me rejoindre. Jean-Loïc est anthropologue, ethnologue, directeur de recherche à l'Institut des mondes africains, un laboratoire CNRS. Il a publié de nombreux travaux de référence sur l'art rupestre du Sahara, dont il est l'un des quelques spécialistes. Par exemple, du Sahara au Nil, peintures et gravures d'avant les pharaons. Il est également mythologue, particulièrement intéressé par les mythes associés à l'archéologie. Certains de ses ouvrages ont des titres intéressants, tels que Des Martiens au Sahara, chronique d'archéologie romantique. Il travaille sur un dictionnaire critique de mythologie et ce travail l'a mené à publier l'ouvrage dont je vous ai lu quelques extraits, Par vents et par mots, un dictionnaire des vents. Jean-Loïc, qu'est-ce qu'on peut dire du tempestère ? Voir ce film maintenant, c'est, comme on l'a vu par le petit sondage, qui connaît le mot tempestère ? Personne ne sait plus ce que c'est qu'un tempestère. Et on peut même penser que ce qu'on voit dans le film, c'est simplement sorti de l'imagination de Jean Epstein. En fait, les tempestères, c'est pas du tout une invention de Jean Epstein. C'est quelque chose qui est très connu depuis très longtemps, qui est très bien documenté. Et par exemple, on a un texte célèbre pour les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, qui est un texte d'un archevêque, Agobard de Lyon, qui est mort en 840, donc qui écrivait au temps de Charlemagne, et qui était absolument scandalisé, horrifié de découvrir les pratiques païennes de ses ouailles. Il a fait un traité pour lutter contre les préjugés relatifs à la tempête et au vent. Et dans ce texte, il est complètement sidéré et il pense que les gens sont vraiment stupides parce qu'il pense, ces gens, que dans le ciel passent des navires et que ces navires sont guidés par des nautes et que de temps en temps, ces nautes descendent sur Terre avec leurs navires et que là, ils viennent rencontrer des gens qu'il appelle les tempestari, les tempestères. Et là, ils font du troc, ils font du commerce, ils viennent récupérer les récoltes qui ont été abîmées par les tempêtes. Et puis ils repartent sur leur nef céleste. Et évidemment, lui, il trouve ça absolument stupide. Or, cette croyance qui nous semble vraiment très étonnante et parfaitement irrationnelle, elle est attestée bien avant le christianisme. Dans tout le monde germanique, c'est ce qu'on appelle les Nebelschiff, c'est-à-dire les vaisseaux des nuées. Les vaisseaux des nuées, c'est tout simplement une manière de voir les nuages comme des navires qui voguent dans les airs. Et cette façon de voir les nuages comme des navires poussés par le vent, en fait, a perduré jusqu'en plein 19e siècle. On a des tas de témoignages qui font complètement écho aux témoignages de Agobard au 9e siècle. Agobard raconte qu'un jour, des gens, la preuve que c'est bien vrai, c'est qu'un jour, des gens ont vu un de ces navires descendre et 4 personnes, 3 hommes et une femme, sont descendus. Les gens les ont pris à partie, ont voulu les lapider, lui il est intervenu pour les sauver, etc. On a des récits de ce genre jusqu'en plein 19e siècle. Et donc c'est quelque chose qui est très attesté. Il y a beaucoup d'histoires que je pourrais raconter. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que le tempestère, donc c'est celui qui est capable de communiquer avec les nautes, qui guident ces nefs célestes, et qui est capable de leur commander. On les appelait tempestari ou aussi obligatores, celui qui est capable d'obliger les nuages, d'obliger les tempêtes, et surtout ceux qui les dirige. Parce que les tempêtes, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, en fait, il y a une personnification des vents. On l'a vu avec les noms, etc. Les vents sont personnifiés. Encore maintenant, je vous rappelle que les ouragans, systématiquement, on leur donne un prénom. Et on a parlé des vieilles femmes, eh bien, donc une féminisation, une personnification féminine des vents. On donne des noms aux vents depuis 1950. Maintenant, justement, on fait une parité, n'est-ce pas ? Voilà, depuis 1979, suite aux plaintes des ligues féministes nord-américaines. Mais entre 1953 et 1979, on a toujours donné des noms féminins. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans la mythologie, c'est de voir comment des conceptions très anciennes sont encore vivantes de nos jours. Alors maintenant, ce qui m'intéresse aussi dans le film, c'est la technique utilisée par le tempestère. Vous avez vu cette boule, ça c'est une invention de Jean Epstein, parce que les techniques pour commander les vents, on les connaît. C'est aussi très bien documenté. On les connaît dans les traditions, bien entendu. Et la technique de base, il y a 2 techniques de base.
On pense que les vents sont donc habités, il y a des esprits dans les vents, et donc il faut les terroriser, il faut leur faire peur. Et pour ça, au XVIe siècle, par exemple, on leur lançait des flèches, on tirait des flèches, vers le ciel. Et l'autre technique, c'est de faire un bruit infernal pour les terroriser et faire qu'ils s'en aillent. Le moyen de faire du bruit, pour faire bref, le moyen le plus connu, c'est de sonner les cloches. Alors il faut savoir que les cloches, évidemment, on a l'image des églises avec un clocher. Les églises n'ont pas toujours eu un clocher, ça n'est qu'à partir du 8e siècle qu'on a commencé un peu à avoir des clochers dans les églises. Avant, il y avait des tours qui servaient pour allumer des feux. C'est-à-dire, c'était à proprement parler des minarets, de l'arabe al-manar, qui veut dire phare. Et on n'a pas vu le film en entier, mais le phare joue un rôle très important dans le film, et on rejoint là, curieusement, Jean Epstein. Et quand on a commencé à mettre des cloches dans les églises, sur les cloches, vous savez qu'il y a des inscriptions. Parmi ces inscriptions, il y en a une qui est très commune, qui est Fugo ventos en latin, ça veut dire « je mets les vents en fuite ». Et donc, à l'approche d'une tempête, il suffisait d'aller sonner les cloches pour éloigner la tempête et de préférence l'envoyer chez les voisins dans la paroisse voisine, ce qui a causé souvent beaucoup de problèmes. C'était une pratique tellement répandue que Louis Arago, dans l'annuaire du bureau des légions de 1849, il a un petit traité où il se pose la question suivante: est-il utile de sonner les cloches en temps d'orage? Et donc il étudie ça, lui, de manière extrêmement rationnelle, mais il a fait toute une étude historique, il a recherché les origines, et il conclut qu'en fait le remède est pire que le mal, parce qu'il a fait une petite statistique sur le nombre de gens qui ont été foudroyés en tirant les cloches pour éloigner l'orage. Il conclut en disant il vaut mieux s'abstenir et trouver d'autres techniques. Arago, par exemple, se pose la question très sérieusement, c'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple même de la rationalité, mais il se pose vraiment la question, il ne part pas sur l'idée que c'est quelque chose de stupide, comme le disait Agobard déjà au IXe siècle. Lui, il pense qu'il faut voir, donc il recherche. Il pose deux questions. Il y a deux petits traités, il y a celui-là, et il y a un autre traité où il se pose la question de savoir si c'est utile de tirer du canon en cas d'orage, parce que comme il s'agit de faire du bruit, eh bien, quand les canons ont été inventés, on a utilisé le canon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était une pratique de marins. Les marins avaient l'habitude, en cas d'orage, de tirer du canon, parce que le bruit était réputé éloigner les esprits qui commandent l'orage. Et alors, il se trouve qu'il y a un ancien capitaine de navire qui a pris sa retraite dans le Mâconnais et qui, d'après Arago, en 1769, a eu l'idée, comme il y avait des grêles qui détruisaient les récoltes et des tempêtes régulières, il a eu l'idée de faire comme il avait l'habitude de faire sur son bateau. Donc il a commencé à tirer du canon, il s'est arrangé pour trouver un canon, il a tiré du canon, et les gens autour ont trouvé que c'était une très bonne idée finalement, et tout le monde s'est mis à tirer du canon. Ça s'est propagé de commune en commune, et finalement ça s'est propagé dans toute la France. Et jusqu'à une année qui est 1896, où un certain Albert Stiger a inventé le canon à grêle. C'était un Autrichien, c'était un viticulteur autrichien. Il a dit, bon, ben, on va faire des canons spéciaux, c'est un peu du bricolage d'utiliser des canons de guerre pour faire ça, on va faire un canon spécial pour éloigner les orages, éloigner les tempêtes. Et donc il a fabriqué ces canons, qui sont des énormes cônes qui faisaient 5 ou 6 mètres de haut, et qui étaient orientés vers le ciel, on chargeait avec de la poudre, ça faisait un boom absolument énorme, et c'était supposé éloigner la grêle. Ça a eu beaucoup de succès. 1896, en Autriche, dès 1901, il y avait des foires aux canons en France. On a des photos de ça, où les gens venaient acheter leurs canons. Voilà. Et puis, 4 ans plus tard, il y en avait déjà 2000 en service en Italie. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre, si je peux dire. Et donc, actuellement encore, il faut savoir que les canons à grêle sont toujours utilisés, notamment dans le sud de la France par les viticulteurs, avec tout un argumentaire technique, justement. Alors c'est là que c'est intéressant de voir quelle est la place de la rationalité, ou plutôt là, dans ce cas-là, de la rationalisation, parce que personne n'a jamais pu démontrer que les canons à grêle fonctionnent. Simplement qu'en faisant un boom comme ça, on peut éloigner les nuages, ça ne marche pas. Et en fait, actuellement, vous pouvez en acheter, les gens en achètent, ça vaut en gros 15 000 €. Il y en a des tas qui sont en service en France. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les mythologies, les mythes, les croyances et les traditions, évidemment, on pense qu'elles meurent, mais elles survivent au prix d'une rationalisation, au prix d'une technicisation. Évidemment, on n'a plus des tempestaires qui sont des vieillards solitaires, manipulant des choses bizarres, mais je pense que l'équivalent actuel des tempestaires, c'est les viticulteurs qui utilisent des canons à grêle.
Donc il y a eu régulièrement des procès, alors on en a beaucoup au 19e, parce que notamment on pensait que le curé, parce qu'évidemment le curé c'est lui qui peut dire allez-y sonnez les cloches, et le faire lui-même, il était réputé être tempestaire. Les curés étaient souvent considérés comme des tempestaires. Et l'accusation procède d'une certaine logique. On pense que celui qui peut faire le bien, le curé évidemment, c'est celui qui dans la paroisse est en relation directe avec les forces surnaturelles, avec l'invisible. Et donc celui qui est en relation avec l'invisible, il peut utiliser cette capacité pour le bien, mais s'il peut le faire pour le bien, il peut le faire pour le mal. Alors, il ne le fait pas en général, mais on le soupçonne quand même. Et quand on voit un nuage ou une tempête qui s'approche, qui arrive droit sur la paroisse, alors on sonne les cloches, et puis ça s'en va sur la paroisse d'à côté. Et bien évidemment que la paroisse d'à côté, la première action, c'est de dire leur curé là à côté, à mon avis, c'est pas un curé trop catholique. Voilà. Et donc ça, il y a eu des tas de rivalités entre paroisses. Et quand je dis que ça continue encore, c'est qu'actuellement, consultez la presse du sud-ouest de la France quand elle arrive la grêle, les gens utilisent leurs canons, mais vous avez des tas d'articles tout de suite qui vous disent oui, avec leurs canons, ils détraquent le temps. Voilà, et puis en plus, d'accord, ça marche peut-être chez eux, mais du coup, où est-ce qu'elle va la grêle, hein, évidemment, ça tombe pas chez eux parce qu'il a ses canons, mais alors évidemment, ça tombe chez moi. Hein, et vous avez des journalistes qui vous racontent ça régulièrement dans la presse. Donc, il y a une certaine, disons, pérennité de ce genre de rivalité, et pour moi, les tempestaires existent toujours, même si on a oublié leur nom. Jean-Loïc, pour ce travail de recherche, d'enquête, il y a eu des sources particulières que tu as été amené à consulter ? Oui, alors notamment, il y a beaucoup de sources, en fait, et il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ce genre de questions. Pour le 19e siècle, par exemple, il y a une source principale, alors il y en a beaucoup, mais la source principale que vous pouvez consulter, parce que maintenant, avec Internet, Gallica, vous pouvez trouver facilement des versions PDF de beaucoup d'ouvrages anciens. Il y a Paul Sébillot, Le folklore de la France, c'est 4 volumes, ça fait 3000 pages, où il a recueilli l'essentiel de toutes les traditions populaires françaises, et c'est classé par thème. Et il y a un volume qui s'appelle Les météores. Et donc dans les météores, il classe les vents, il classe l'arc-en-ciel, il classe beaucoup de choses, mais il y a tout un énorme chapitre sur les vents, et là-dedans, il recense beaucoup d'histoires de tempestaires. Alors après, il y a beaucoup d'autres sources, mais ça, c'est une source facile à trouver. Vous pouvez la trouver, vous pouvez la consulter, et c'est vraiment très intéressant à lire. Jean-Loïc, pour finir, on a parlé du tempestaire. Il y a un autre mythe, il y en a énormément que tu décris dans ton ouvrage. Un que tu voudrais évoquer, qui t'a particulièrement intéressé, marqué ? Oui, celui que tu as un petit peu évoqué, qui moi, me plaît beaucoup, c'est cette histoire qui a été racontée plusieurs fois et qui est également racontée depuis très longtemps, parce que là, on a aussi des textes d'un autre évêque, et les évêques se sont beaucoup intéressés à ça, l'évêque d'Uppsala, qui s'appelle Olaus Magnus, qui a écrit, là au XVIe siècle, que les marins, quand ils allaient dans le nord, en fait, ils avaient des haltes très précises où ils savaient qu'ils allaient là trouver, dans certains ports, des vieilles femmes qui allaient leur vendre des cordes, qui allaient leur servir à dominer le vent. Vous avez peut-être entendu parler de la corde à tourner le vent. C'est une plaisanterie qui est faite souvent, c'est en bizutage, peut-être moins maintenant, mais c'est un bizutage classique. On disait aux gens, un apprenti, tiens, va donc voir machin, là, demande-lui donc la corde à tourner le vent, là, parce que je lui ai prêté l'autre jour, puis il ne me l'a pas rendu. Et l'autre, évidemment, le voit venir gros comme une maison, il dit, ah d'accord, bon. Non, mince, c'est pas de chance, parce que je viens juste de la prêter à machin, là-bas, va donc voir. Et donc le type, il passait sa journée, évidemment. Il revenait sans corde à tourner le vent. Mais la corde à tourner le vent a existé. Et notamment, dans ces ports du Nord, c'était des gens qui vendaient des cordes avec 3 nœuds. Et donc, les marins qui se trouvaient pris dans un calme, ils avaient la technique suivante, on défaisait progressivement, très doucement, un des nœuds, et à ce moment-là, il y avait une brise légère qui commençait à se lever. On défaisait le 2e nœud, un vent plus puissant se levait. Il fallait surtout faire attention à ne pas trop toucher au 3e nœud, parce qu'alors là, c'était une énorme tempête. Ça paraît irrationnel, mais c'est lié à l'histoire, ce serait trop la raconter, mais en 2 mots, l'outre des vents. Il y a toute une mythologie qui raconte que les vents sortent d'outres, ils sont remplis dans des outres, il y a des dieux qui les gardent dans des outres, et évidemment, comment on fait pour fermer une outre ? On la ligature avec une corde. Et donc, si on délie cette corde, réellement ou symboliquement, eh bien, on pense qu'on va libérer les vents. Merci beaucoup, Jean-Loïc.